Bonjour à tous, bonjour Amélie, Chag, Valren. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette entrevue. Donc, entrevue qui se déroule dans le cadre des actions de l'APTCCB, donc l'Association des praticiens en TCC de Bourgogne et Franche-Comté, dans le cadre donc de notre événement, le mois des fiertés. Et donc là, aujourd'hui, nous nous rencontrons pour pouvoir parler justement de deux événements très importants qui se passent là au mois de juin. Donc, la journée nationale de sensibilisation au TDAH qui est le 12 et la journée des fiertés autistes du 18 juin. Et donc, merci encore d'avoir accepté cette entrevue. Ouais. Je te laisse la Merci parole, beaucoup. peux-tu te présenter, s'il te plaît? Se présenter est toujours un exercice extrêmement délicat parce qu'il faut hiérarchiser les informations qui sont importantes à donner en fonction du contexte. Donc, je ne sais pas si le nom que j'utilise est une information importante, peut-être que si, parce qu'il est en rapport très étroit avec ma très mauvaise expérience de l'approche psychanalytique qui peut expliquer finalement pourquoi je me suis rapprochée de praticiens en TCC et pourquoi j'approuve les TCC et je désapprouve la psychanalyse. Mais remontons peut-être un petit peu avant, hein, parce que je suis plus vieille que j'en ai l'air apparemment, donc j'ai déjà 40 ans. Je suis née en 1983 et à cette époque lointaine, donc à l'époque lointaine de mes 5 ans, je n'ai pas reçu de diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ni de diagnostic de TDAH, mais les diagnostics qui à l'époque figuraient dans les manuels utilisés par les professionnels, donc disharmonie psychotique ou disharmonie évolutive. Je ne sais plus, il y avait le mot disharmonie dedans. C'est pas très agréable d'être diagnostiqué disharmonique, hein, se dire que, je sais pas, vous n'êtes pas harmonieuse, vous êtes moche, enfin, c'est très stigmatisant comme étiquette. J'ai échappé de justesse au redoublement de la dernière année de maternelle. Alors, je vais voir une parenthèse pour raconter cette anecdote. La maîtresse d'école était persuadée que je ne savais pas lire. Ma mère soutenait que je savais lire, sauf que je refusais de participer en classe. Et elle a accepté de me faire passer en CP après que, complètement par hasard, j'ai lu dans l'ordre les noms de tous les élèves de la classe parce qu'ils étaient inscrits sur les patères, donc les patères des porte-manteaux à Mm. l'extérieur de la salle de classe, chacun dans une couleur différente, avec parfois un petit dessin en dessous. Et là, la maîtresse d'école s'est rendue compte que je savais lire. Mais qu'elle me demande de lire un mot, un texte, je ne répondais pas à sa sollicitation. En plus de ça, je me cachais sous les tables, etc. Enfin, c'était assez compliqué. Le passage en CP a été assez délicat aussi. J'ai eu un mot dans mon carnet dès le premier jour d'école parce que on avait demandé à sortir les ardoises. Or, j'avais associé une chose, c'est que sortie d'ardoise était suivie très peu de temps après à un bruit horrible et insupportable. Donc, je m'étais dit, je ne vais pas sortir l'ardoise, je n'aurai pas le bruit. Sauf que je ne savais pas le verbaliser, donc j'ai juste refusé de sortir l'ardoise et je suis revenue avec un gros mot en rouge pour mon premier jour de CP. Donc le maintien a été assez compliqué et finalement, heureusement qu'à l'époque, donc c'était une petite école primaire à Hermont à l'époque. Enfin, c'est en banlieue parisienne, mais il y avait moins de population dans les années 80 que maintenant, forcément. Donc l'école restait assez à taille humaine, entre guillemets. Donc j'ai pu me maintenir dans le parcours scolarité classique et pas en institution spécialisée. Bon, facilité par le fait que je suis verbale depuis très longtemps. Voilà. Par rapport à l'engagement associatif, puisque c'est ça qui va être important peut-être dans le contexte, donc après le diagnostic, Ouais, tout à fait. j'ai eu donc un diagnostic psychanalytique vers 1988, parce que je suis entrée dans un parcours psychiatrique en dernière année d'école maternelle à cause de ce conflit avec donc la maîtresse d'école. J'ai gardé très longtemps un diagnostic erroné et le diagnostic de TSA, je l'ai eu mais très tardivement. C'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises, à la suite d'une conversation complètement anodine avec une amie qui m'a dit: Hey, j'ai vu un truc sur l'autisme avec Joseph Chovanec à la télé. Ah, tu lui ressembles, sauf pour l'addiction, enfin pour Mhm. la façon de parler. Ouais. Donc, à l'époque, j'étais en train de perdre mon petit emploi en presse équestre. J'avais de grosses difficultés à trouver un autre emploi n'ayant pas le permis de conduire, etc. Et donc, de fil en aiguille, j'ai obtenu par le biais d'un CAMS, je ne sais pas comment on prononce, Ouais. je ne suis même pas sûre que ce soit le bon acronyme d'ailleurs, donc le diagnostic de Peut-être TSA. Sarah.
Non, je ne suis pas passée par le Non, CRA en d'accord. fait. Ok. Le psychiatre qui m'a vu m'a posé le diagnostic quasi immédiatement car il a affirmé que ça se voyait vraiment beaucoup. Ok. D'accord. C'était assez drôle. Euh, Et donc, finalement, excuse-moi, donc 2016, ça veut dire Pas de que problème. tu avais plus de 30 ans, quoi, en fait. Tout à fait. Ouais. Donc, finalement, tu as attendu tout ce temps-là, j'ai envie de dire pratiquement 30 ans pour avoir finalement, enfin, un diagnostic de posé qui soit valide, quoi. Bah, enfin, un diagnostic correct et surtout un diagnostic qui m'apporte un éclairage intéressant parce que Mhm. l'étiquette disharmonique, elle ne m'apportait pas grand-chose et elle était extrêmement stigmatisante. Mhm. Je me souviens que quand j'étais enfant, je disais à ma mère que j'étais moche, que j'étais bête, que j'étais laide, etc. Euh, bon, peut-être au fait que j'étais harcelée à l'école, je ne sais pas, ce sont des souvenirs très anciens, mais le diagnostic de TSA m'a fait beaucoup plus de bien que l'étiquette que j'ai eue à l'âge de 5 ans, pour énormément, énormément de raisons. Je peux ajouter d'ailleurs aussi au passage que j'ai plus appris en 1 heure de discussion autour d'une tasse de café avec une neuroscientifique qu'en plusieurs heures perdues avec des psychanalystes qui en plus ont coûté très cher à ma famille. Voilà, ça c'est également un élément de contexte par rapport à ce dont je pourrais parler tout à l'heure par rapport au Mhm. TCC. C'est vrai. Et donc, revenons un petit peu à ton engagement associatif, puisque tu es engagé au sein de Neurodiversité France. Tout à fait. J'ai un long parcours associatif. En fait, je Mhm. suis rentrée dans le troisième plan autisme, alors à la toute fin du troisième plan autisme, et j'ai participé au quatrième, qui a été renommé Stratégie autisme. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais en train de perdre mon emploi, et donc je voyais l'engagement associatif un peu comme la seule porte de sortie par rapport à tout ça, parce que je n'arrivais pas à retrouver un autre emploi. D'ailleurs, je me permets d'ouvrir une parenthèse. J'avais été employée en presse équestre par un couple de gérants d'une structure de presse. Et le monsieur était en contact régulier avec des enfants autistes. D'accord. Et il n'a pas hésité à m'embaucher alors que j'avais démarché beaucoup de groupes de presse équestre. Aucun n'avait voulu m'embaucher, hein. Mhm. Donc, je referme la parenthèse. Malheureusement, la presse équestre a commencé à entrer en faillite dans les années 2000-2010 avec le développement de modèles en ligne. Mhm. Et donc, à cette époque-là, je m'étais renseignée par rapport à l'autisme. Bon, donc, par cet ami qui m'avait dit ah, tu serais peut-être autiste, toi. Donc, après, j'en parle à la structure sociale qui me suivait à l'époque par rapport à mes problèmes d'emploi. Donc, je suis la procédure diagnostique et à un moment, complètement par hasard, j'envoie un email à Joseph Chovanec parce que c'est la seule personne autiste dont j'avais entendu parler, Mhm. en n'imaginant pas une seconde qu'il me répondrait. Et de fil en aiguille, c'est devenu une proposition à participer au plan gouvernemental sur l'autisme, parce qu'apparemment, ils avaient du mal à trouver des personnes diagnostiquées pour y participer. Donc ça tombait bien. Je venais d'avoir mon diagnostic et j'avais du temps. Bah, parfait. Mhm. Donc je suis entrée dans enfin, parmi les 10 personnes concernées dans la stratégie autisme. J'ai apporté des contributions, des participations. J'ai dit tout le mal que je pense de la psychanalyse notamment. Et ça a duré jusqu'en 2018 ou 2019. À l'époque, je m'étais rapprochée de différentes associations. Donc, j'ai eu un petit passage par le Cléotiste, euh, association qui a pris de l'ampleur Mhm. ces dernières années. Et je m'en suis séparée pour divergence d'opinion sur un certain nombre de sujets, en particulier à cause du fait qu'ils sont très opposés au TCC et pas si opposés que ça à la psychanalyse. Donc, moi, c'était pas possible de continuer à travailler avec eux. Et complètement par hasard, donc après quelques mois après avoir quitté le Cléotiste, bon, je ne pensais pas reprendre une fonction associative, je tombe sur un poste de la Neurodiversité France dans lequel pardon, ils expliquent pourquoi ils sont opposés à la psychanalyse. Je me dis, chouette, des personnes qui pensent comme moi. Eh bien, allons-y, rejoignons-les. Et depuis, je suis passée secrétaire de l'association. Donc, j'ai commencé par la rejoindre en tant que simple membre. J'ai proposé des articles. Ça a plu au bureau et j'ai été élue au bureau. Donc, ça Super. fait. Je suis très mauvaise pour les dates, hein, donc ça fait
je pense, plus d'1 an que je suis au bureau de l'association, d'abord comme secrétaire suppléante et maintenant comme secrétaire principale. Ok. Voilà, pour le parcours associatif. Ok, super. Et dis-moi, alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Neurodiversité France? Et puis, pour nos auditeurs, auditrices qui connaîtraient peut-être pas forcément, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de vos engagements, de vos missions et puis des différentes actions que vous pouvez soit avoir mis en place, soit que vous mettez en place actuellement? Tout à fait. Donc, quand j'ai rejoint la Neurodiversité France, l'association s'était émancipée de, entre guillemets, l'association mère située au Québec, justement pour divergence d'opinion aussi, Mhm. parce que l'association Neurodiversité du Québec avait une certaine perméabilité à des pratiques pseudo-scientifiques, ce qui ne plaisait pas au président de la Neurodiversité France, qui est très engagé contre les fake news, contre les pseudothérapies pour l'application des recommandations de la HAS, tout simplement. C'est à la suite de ça qu'il a écrit son article expliquant pourquoi il était opposé à la psychanalyse, donc article que j'ai lu et qui m'a motivé à rejoindre la Neurodiversité France. Il y a un deuxième point qui est très important. Donc, je viens d'une association uniquement focalisée sur l'autisme et donc à l'époque, je n'avais que le diagnostic d'autisme, mais il s'avère que je ne suis pas que autiste, je suis également dyspraxique et alors, avec un soupçon de TDAH pas confirmé. En tout cas, dans l'enfance, c'est possible. Maintenant, si ça se poursuit, c'est quand même beaucoup moins impactant. Donc, ça a plus de sens en fait de militer dans une association qui s'appelle Neurodiversité France, qui va s'intéresser à la fois à l'autisme, au TDAH, aux troubles 10 et à d'autres neurodiversités potentielles, que d'être dans une association qui ne s'intéresse qu'à l'autisme. Et c'est le cas aussi de la plupart de nos adhérents. On a beaucoup d'adhérents qui ont le diagnostic TSA et TDAH ou diagnostic TSA plus trouble 10, un, plusieurs, etc. Voilà. Très bien. Et donc, pour parler de Neurodiversité France, donc, quelles sont vos actions? Alors, c'est assez vaste. Donc, on a comment dire, contributions, projets en chantier. Je vais peut-être vous parler de la personne qui typiquement nous contacte et la raison pour laquelle elle nous contacte. Parce qu'on est une Ouais. association qui compte beaucoup de personnes neurodiverses adultes. Et la raison typique pour laquelle on nous contacte, c'est, écoutez, j'ai des problèmes dans mon travail, on me demande de travailler en open space, de travailler à rédiger des mails alors que je rédige très mal. Enfin, voilà, c'est vraiment des demandes typiquement comme celle-ci. Mhm. Ces personnes viennent nous demander de l'aide, des conseils. Alors, je me permets d'ouvrir une parenthèse sur un point extrêmement important. C'est quand même assez dingue de se dire qu'en France, en 2024, il n'existe pas comment dire, de manière de quantifier ce qui est un environnement sensoriellement surchargé. Mhm. Mhm. C'est un de nos points de lutte majeurs en ce moment. On a une confrontation entre des employeurs qui disent mais si tu peux travailler en open space, regarde tes collègues le font bien, arrête entre guillemets de faire ta chochotte, pardon pour mon vocabulaire, et des personnes autistes, TDAH, etc. qui disent bah non, je ne peux pas, je sens que c'est au-dessus de mes forces, je risque de faire un burn-out. Et entre les deux, on n'a pas de manière de quantifier ce qui est un environnement sensoriellement chargé. Donc, Mhm. je travaille en ce moment là-dessus. C'est pas qu'une question de décibels, parce que pour l'instant, ce qu'on sait quantifier, c'est un environnement bruyant en termes de nombre de décibels. Là, il s'agirait de quantifier à la fois le nombre de sources de bruit et le nombre de stimulations sensorielles en plus du bruit. Donc, bruit, odeur, lumière et autres sources potentielles de stimulation sensorielle, mais principalement ces trois-là. Je peux vous parler d'autres projets sur lesquels l'association travaille, mais bon, Oui. celui-ci est vraiment le gros projet du moment. Mhm. Oui, et puis franchement, je trouve que c'est important parce que, tu vois, je pense que ça impacte également les personnes neurotypiques d'une façon générale. J'ai envie de dire tout ce qui peut euh, être positif pour des personnes concernées par la neurodiversité, ça a aussi un bénéfice pour tout le monde, en fait, Tout à simplement. fait, Ouais. Et c'est vrai tout que à fait. la question des aménagements au travail, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un enjeu important, quoi.
Oui, bah, d'autant qu'on a été beaucoup à être embauchés en fait pendant le confinement, qui a été une Mm. bénédiction en fait pour les personnes autistes pour trouver un emploi. Génial, on était embauchés en télétravail et Ouais. maintenant on a un grave retour en arrière par rapport à tout ça. C'est qu'il y a des tentatives très fortes de reprendre le contrôle sur les personnes qui sont en télétravail, de les ramener en open space, etc. Et donc pour une personne autiste, c'est une horreur. Donc, Mm. on a des burn-out, on a des personnes qui perdent leur emploi, qui entrent en conflit avec leurs employeurs. Et ça, c'est vraiment l'histoire typique des adhérents de la Neurodiversité France. Hélas, j'aimerais raconter une histoire plus joyeuse, mais bon, on n'entre pas dans un engagement associatif si on n'a pas un problème à régler en général. Mm. Donc voilà. Ouais. Et tu vois, enfin, je vois aussi un autre point, c'est surtout parce il y a beaucoup de métiers, finalement, on s'est rendu compte qu'ils étaient parfaitement télétravaillables. Et pour le coup, alors moi, dans mon expérience professionnelle, j'accompagne pas mal d'adultes qui ont un TDAH ou qui découvrent, entre guillemets, qu'ils ont un TDAH et donc se posent notamment cette question, effectivement, de pouvoir poursuivre le télétravail parce que ça leur permet, en fait, de mettre en place plein de stratégies de travail, justement, qui sont très pertinentes avec qui ils sont, avec aussi leurs capacités, avec parfois aussi avec leurs difficultés. Et ça leur permet d'être beaucoup plus, de se sentir beaucoup plus en fait efficace, productif, inspiré en étant en télétravail et en ayant cette liberté pour travailler, plutôt que d'être effectivement coincé dans une routine qui ne leur correspond pas, dans un environnement qui ne leur correspond pas non plus, et avec des interactions forcées dont Tout à fait. ils ou elles n'ont pas forcément ni le besoin ni l'envie, quoi. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, la notion, enfin, si nous parvenons à arriver à un consensus, à une définition d'environnement sensoriellement chargé, bon, ça va être une bataille de très longue haleine. Je Ouais. pense que ça profitera effectivement à bien d'autres personnes que les personnes ayant des neurodiversités, par exemple les personnes ayant des appareils auditifs, Mhm. personnes un peu âgées, etc. Ça pourrait être vraiment une avancée. Dis-moi, est-ce que tu serais OK de parler également finalement voilà, de ta formation et puis aussi de ce que tu as pu également avoir comme changement dans ta formation ou des différentes choses dont tu as pu bénéficier une fois que tu as connu justement ta neurodiversité? C'est une excellente question. Donc, Merci. j'ai eu la grande chance de rejoindre la promotion, pardon, la formation Ecosim. Alors, ne me demandez plus ce que signifie l'acronyme. J'ai complètement oublié. Je ne suis pas douée en acronyme. Donc, c'est un master 2 relié aux sciences de l'information qui a été adapté, pensé pour, comment dire, ne pas mettre les personnes neurodiverses dans des situations inconfortables. Ce Master 2 n'est pas estampillé autisme, ce qui était un point très important voulu par le concepteur de la formation, parce que quand vous sortez d'une formation estampillée autisme, c'est un peu comme si vous aviez l'étiquette autisme collée sur votre front, et vos perspectives d'emploi se ferment automatiquement. Et donc, le concepteur de ce Master 2, qui est Julien Mésangeau, voulait absolument éviter ça. Donc, le M2 n'a pas été présenté officiellement comme un M2 spécialisé pour les personnes autistes en particulier, mais dans les faits, il a été vraiment pensé, conçu comme cela. Et ça a été une grande chance de pouvoir rejoindre ce Master 2. Alors, j'ai fait une première année en base de données. Je me suis rendu compte que c'était pas totalement mon truc. Enfin, c'est intéressant, mais je me voyais pas passer ma vie à remplir des bases de données. Et j'ai fait ensuite une seconde année, donc une seconde année de Master 2, en e-learning. Ça me correspondait beaucoup plus que l'idée d'enseigner bon, potentiellement les bases de données. C'est ce que je fais maintenant la plupart du temps. Enfin, je donne des cours en tant que doctorante, etc. Refermeture de parenthèse. Euh, donc, voilà. Peut-être un petit mot aussi par rapport au peu de formations que l'on conçoit comme adaptées aux personnes autistes, qu'il y a une essentialisation en fait au niveau des formations. Soit on nous prédestine à des métiers dans l'informatique, or on peut ne pas avoir d'appétence pour l'informatique et être autiste, hein, c'est tout à fait possible. Ou alors on nous propose des petits emplois sans trop d'ambition, donc des métiers dans la restauration par exemple. Alors ça peut être très bien pour certaines personnes, ok, mais les possibilités sont très peu nombreuses.
Je pense en particulier à une jeune fille autiste qui voulait se former comme éleveuse de chevaux. Donc, ça tombe bien, c'est un domaine que je connais assez bien, ce qui fait partie de mon sujet de thèse, et qui ne trouvait aucune formation adaptée. Et pire que ça, quand sa mère parlait de son autisme à des responsables de formation en élevage équin, il y avait une fermeture automatique. Ah non, alors que bon, c'est une formation qui demande assez peu de contacts sociaux, en fait. Les contacts qu'on a, c'est plutôt avec les animaux. Donc, c'est un métier qui est potentiellement très bien adapté à des personnes autistes, mais il y a tellement de préjugés que les responsables de la formation se ferment aux personnes autistes ou aux personnes ayant d'autres neurodiversités par peur des besoins spécifiques de ces personnes, sans doute. Je rebondis un petit peu là sur ce que tu dis parce que pour le coup, donc à la PTCCB, on est également un organisme formateur et c'est vrai que ça c'est quelque chose sur lequel on a eu pas mal de réflexions entre nous. C'était comment est-ce que nous-mêmes, en fait, on pouvait adapter également les modalités de formation, le contenu et tout ça. Et c'est vrai que, alors là, je parle en tant qu'organisme de formation, on a relativement peu finalement de ressources ou d'outils un peu clés en main, j'ai envie de dire. On trouve quelques petites choses, par exemple pour ce qui est déficience sensorielle, voilà, où il peut y avoir quelques tips un peu pour faire des adaptations. On trouve aussi quelques petits outils également pour pouvoir faire tout ce qui est traduction en FALC, donc le facile à lire et à comprendre. Mais finalement, on se retrouve assez vite à se sentir un peu démuni et à avoir l'impression que finalement, on doit beaucoup essayer de faire, de faire un peu du cousu humain lorsque les conditions se présentent. Et c'est vrai que c'est pas super pratique. En tout cas, voilà, c'est un peu l'impression, le retour que je pourrais en faire à mon niveau, quoi. Oui, je ne suis pas étonnée, hélas. C'est un retour que j'ai eu aussi beaucoup de parents qui se sont mis en fait à cacher le diagnostic de leurs enfants quand ils voulaient leur faire rejoindre une formation afin qu'ils ne soient pas refusés ou exclus et à broder eux-mêmes des propositions d'adaptation aux responsables de la formation. Voilà, essayer de réduire le nombre d'heures dans des classes bruyantes, autoriser la personne à venir avec un casque anti-bruit, etc., en devant à chaque fois donner une justification médicale. Mais c'est un peu dommage qu'on en soit voilà, réduit à ce cousu humain, comme vous dites. C'est que du coup, ça oblige aussi les personnes à se signaler, entre guillemets, et à révéler également, alors qu'elles n'en ont peut-être pas forcément envie ou qu'elles n'avaient peut-être pas forcément prévu de le faire. C'est vrai que je pense que c'est toujours compliqué de le faire vis-à-vis d'organismes et de personnes qu'on ne connaît pas, quoi. Ouais, C'est et ça, c'est un très très vaste sujet, hein. Faut-il divulguer son diagnostic ou pas? Ça dépend complètement des représentations qu'a la personne en face. Je peux dire que à la seule évocation du mot autisme, ça va de «Oh mon Dieu, c'est une débile qui ne parle pas». Alors, enfin, pardon, non, je ne caricature même pas. J'ai eu ce type de réflexion-là face au mot autisme, jusqu'à «Waouh, donc tu es une génie de l'informatique, tu sais calculer, enfin extraire des racines carrées ou compter le nombre d'allumettes ou non, je ne sais pas faire ça». Donc, on a des représentations des idées de l'autisme qui sont extrêmement variées et en fonction de la personne qu'on a en face, la perception ne sera absolument pas la même. Pourrais raconter des anecdotes. Alors, je vais raconter celle-là parce que vraiment, elle est très, très, très drôle. Hop, j'ouvre une parenthèse anecdote. Donc, j'habite un village en Bretagne, enfin un bourg de 3500 habitants et je vais régulièrement faire mes courses. Quand je fais mes courses, je suis totalement silencieuse. Je ne parle à personne, sauf à la caissière sur les mots préenregistrés, bonjour, merci, etc. Et très régulièrement, une des caissières me parle comme à une personne stupide. Alors, comme je suis dyspraxique, c'est vrai que mes gestes pour mettre mes courses dans le sac sont assez lents et je mets beaucoup de temps à ranger mes courses, ce qui me frustre énormément. Donc, bon, je l'ai pris comme un élément auquel je suis habituée et voilà, pas de problème. Et un jour, à cette même caisse, avec cette même caissière, je tombe sur une amie de mon bourg que je connais, donc j'habite à Josselin, qui me demande comment ça avance sur ma thèse. Donc, voilà, je lui réponds sans faire attention à l'endroit où j'étais. Donc, je lui dis que j'en suis à travailler sur mon cadre conceptuel, que j'ai lu un certain nombre d'auteurs, etc. On parle comme ça pendant 5 minutes, il y avait très peu de monde à la caisse.
Je me rends compte que j'étais en bout de caisse, donc je range mes affaires, et je vois la caissière qui me regarde comme deux ronds de flanc, qui me dit, mais vous êtes en thèse? Oh, je suis désolée. Mais on peut être en thèse et être extrêmement maladroite, ce n'est pas antinomique, mais c'était extrêmement drôle voilà, comme réaction. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle elle me regarde comme ça, elle s'excuse. En fait, c'est comme si dans son esprit, je venais de passer de quelqu'un de très limité, de très handicapé, à une espèce de génie, et elle se sentait honteuse d'avoir pensé quelque chose auparavant. Et ce type d'anecdote, Joseph Chauvenet, m'en a raconté aussi des similaires. Euh, voilà, donc c'est toujours très drôle. Et non, il n'y a pas de problème, je n'en veux pas aux gens d'avoir eu une certaine représentation et de s'être rendu compte ensuite qu'elle était erronée. J'ai eu aussi des représentations erronées sur certaines personnes, ça fait partie de la vie. On peut saluer le fait qu'elle ait présenté ses excuses, en tout cas ensuite, mais je trouve que c'est assez révélateur sur voilà, les représentations qu'ont certaines personnes, représentation qui est très stéréotypée finalement, et dans laquelle ils vont après s'en servir comme curseur pour dire, OK, je dois du respect à certains et pas à d'autres, quoi. Euh, Exactement. ouais. Ce qui est un petit peu... voilà, ça reste inquiétant, mais on peut saluer le fait qu'elle ait fait la démarche de présenter ses excuses ensuite par rapport à l'attitude qu'elle avait pu avoir, quoi. Est-ce que tu serais OK de nous parler un petit peu aussi enfin, des activités que tu as pu avoir, alors notamment via certains réseaux sociaux, en tout cas pour lancer un petit peu des alertes, puisqu'on parlait des représentations, et notamment des représentations qu'il peut y avoir dans les médias ou auprès du grand public. Exactement. Donc, un aspect que je viens d'ailleurs justement d'évoquer précédemment, c'est qu'on a une grosse difficulté pour le grand public à se représenter ce qu'est l'autisme, ce qui est une explication majeure au fait, par exemple, on continue à parler de syndrome d'Asperger. Dans l'esprit des gens, syndrome d'Asperger égale génie, autisme égale personne très limitée. Enfin, c'est très caricatural, mais ces représentations-là se poursuivent. Je pense que c'est un problème majeur, que l'élimination du syndrome d'Asperger des classifications est une très bonne chose parce qu'en filigrane, ça nous dit qu'un individu n'est pas figé dans une certaine, comment dire, dans un certain degré d'apprentissage et que cet individu pourra potentiellement évoluer. Et ça me semble vraiment, vraiment important. Bon, pas seulement par rapport à mon parcours, parce qu'à l'âge de 5 ans, si on avait écouté que ma maîtresse d'école, j'étais promise à la poubelle, hein. Il a vraiment fallu voilà, un incident et que ma mère se batte pour me maintenir dans la filière générale pour que je puisse poursuivre. Et ce type d'histoire, malheureusement, est très fréquent dans le domaine de l'autisme. Très bien, donc j'ai commencé à parler des représentations de l'autisme sur les réseaux sociaux en constatant énormément, énormément de représentations erronées, d'idées erronées et surtout d'idées nuisibles. Pour parler peut-être du point sur lequel je me suis le plus exprimée ces derniers temps, donc il y a eu ce téléfilm diffusé le lendemain de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Alors je repose le contexte. Donc on a un téléfilm qui présente le meurtre d'un enfant autiste par sa mère, qui est diffusé le lendemain d'une journée de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il y a eu des hauts responsables de la télévision publique, donc la télévision que je paye avec mes impôts et que mes adhérents de la Neurodiversité France, quand ils payent des impôts, évidemment, payent aussi avec les leurs. C'est quand même un élément de contexte qui est extrêmement important dans l'explication au fait que j'ai beaucoup, beaucoup milité contre la diffusion de ce téléfilm. J'ai lancé une pétition qui malheureusement a eu très peu de succès, 1500 signatures exactement. Je l'ai fermée le jour de la diffusion du téléfilm. J'ai l'impression qu'il y a un gros manque de prise de conscience de l'effet négatif de ces images médiatiques. Alors, j'ai la chance d'être doctorante en sciences de l'information, donc l'impact de l'image médiatique fait partie de ce qu'on étudie de manière générale. Alors, c'est pas ma spécialité, mais j'ai quand même lu dans des ouvrages plus généraux plusieurs textes très intéressants là-dessus. La représentation médiatique va construire l'image que l'on se fait d'une catégorie de personnes, forcément. Donc, l'image que la population française se fait des personnes autistes va être construite par les téléfilms, les séries, les reportages, ce qui est dit au journal télévisé, etc., etc. Or, quel message envoie-t-on quand, au lendemain de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, on diffuse un téléfilm dont le message fondamental est
oh mon Dieu, les enfants autistes souffrent tellement d'être qui ils sont qu'il faut les libérer en les tuant et cela rend service à tout le monde. Je n'exagère pas une seconde, hein, c'est vraiment le message donné par ce téléfilm. Donc ça m'a mis très en colère. Malheureusement, la pétition n'a pas eu de succès et la diffusion a été maintenue. Donc, j'ai beaucoup tweeté et il y a eu un petit écho dans certains médias, donc notamment dans Arrêt sur Image, journaliste qui a eu la gentillesse de m'interroger assez longuement, qui a fait un très bon papier. Il y a vraiment un problème d'accès aux médias et d'accès aux décisions politiques par la population autiste en France et probablement pas qu'en France. Donc, il y a des décisions qui sont prises qui vont totalement à l'encontre de nos droits et de nos besoins. Je vais donner un deuxième exemple qui me semble extrêmement parlant. Vous pouvez vous amuser à faire la requête en même temps que, voilà, que je parle dans cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, ce que je dis n'est pas sacré, vérifiez ce que je vous dis. Donc, je vous encourage à chercher un moteur de recherche de revues scientifiques comme Google Scholar, pour prendre l'un des plus connus, et vous faites la requête Autism Economical Cost en anglais ou coût économique de l'autisme en français. Vous allez trouver plusieurs dizaines d'articles scientifiques qui expliquent à quel point la population autiste coûte cher à la société. Ok, très bien, c'est triste et ça me met un peu en colère, mais ces recherches existent. Elles sont fondées sur des éléments probants, donc des coûts d'éducation spécialisés, etc. Ok, maintenant vous faites la requête inverse. Vous recherchez Autism Economical Contributions ou Benefits ou d'autres mots-clés. Vous requêtez sur les bénéfices économiques permis par le travail salarié ou bénévole des personnes autistes. Et là, vous entendez un ange qui passe, vous ne trouvez quasiment rien. Vous allez trouver. Ces deux points étant posés, on arrive à un troisième élément qui explique à quel point ce problème est grave pour les personnes autistes prises en tant que population minoritaire. Vous avez des articles sur de réflexion à propos d'un potentiel dépistage prénatal de l'autisme qui, pour préconiser ce dépistage, se fonde sur le coût économique de la population autiste, donc sur les études que je viens de citer tout à l'heure, en sachant qu'il n'y a aucune étude sur les bénéfices et les apports permis par la population autiste. On a juste des anecdotes comme quoi un tel grand génie ou grand inventeur était autiste, mais on n'a jamais eu d'études d'ensemble, d'études globales. Voilà, ça c'est un point aussi sur lequel je me bats avec la Neurodiversité France. Donc, je vais donner une présentation là-dessus en juin notamment. Et c'est un exemple un exemple qui me semble très marquant de manque de prise en compte du point de vue de la population autiste de manière générale. Et c'est pas limité à la France, hein, puisque cette absence d'études est constatée sur des requêtes en anglais, donc non, pour des publications de recherche internationales. Et c'est vrai que là-dessus, enfin, je veux dire, tu as tout à fait raison de lancer un peu l'alerte parce que malheureusement, on est dans une société qui reste très tournée sur le capitalisme et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup cette représentation finalement du coût de la vie humaine. J'ai envie de dire d'une façon générale, puisque ça, on le voit aussi ressortir, notamment autour des débats par rapport à la fin de vie, à Exactement. l'accompagnement et aussi de la fin de vie, avec finalement beaucoup cet aspect économique. Et là, pour le coup, je fais une petite digression parce que même si je suis secrétaire, membre fondateur de la PTCCB, je n'habite plus en Bourgogne, je vis au Québec justement maintenant. Et c'est D'accord. vrai, voilà, et c'est vrai que ça, c'est un gros, alors, un gros problème, en tout cas quelque chose qui est beaucoup dénoncé par les militants, c'est que, alors, locaux du Québec et du Canada, d'une façon générale, c'est que finalement, ici, il est beaucoup plus simple, entre guillemets, de voir son dossier de demande d'aide médicale à mourir validé que de voir son dossier de demande d'aide à la mise en place d'aménagement chez soi ou autre validé. Oui, Et et c'est voilà, oui. l'un des dossiers va beaucoup plus vite soudainement être traité que Mm. l'autre. Voilà. Oui, et c'est l'une des grandes craintes hein, des militants antivalidistes en France par rapport à l'adoption de la loi sur, entre guillemets, l'aide à mourir, qui est juste une périphrase pour ne pas avoir à parler d'euthanasie ou de suicide assisté.
Et donc, malheureusement, on craint très fort que d'ici quelques années, cette loi sera ouverte aux personnes en situation de handicap et que, effectivement, quand on fera des demandes d'aménagement à l'emploi, des demandes d'aide humaine, eh ben, on nous renverra à l'aide à mourir, quoi. C'est terrible, c'est d'un cynisme absolu. Mais c'est l'évolution, effectivement, vers laquelle, enfin, c'est ce qu'on a constaté au Canada, aux Pays-Bas, en Belgique, et malheureusement qui risque d'arriver en France également. On en est tout à fait conscient, hein. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux représentations. C'est vrai que paradoxalement, on a beaucoup de réinterprétations et voilà, de personnes qui revisitent un petit peu certaines figures de l'histoire, que ce soit l'histoire avec un grand H d'une façon générale, ou l'histoire politique, ou l'histoire des arts, et ainsi de suite, et où finalement on va découvrir, entre guillemets, que telle ou telle personnalité était concernée par la neurodiversité. Et c'est un peu comme si finalement, on mettait sous un jour très positif des personnes qui ne sont plus là et qui du coup ne représentent plus vraiment une menace non plus, parce que quelqu'un qui est plus là va pas non plus monter au créneau pour se défendre, j'ai envie de dire, et qu'on négligeait les personnes qui, au contraire, étaient présentes, alors que ce serait beaucoup plus intéressant justement Oui, d'agir mais il y a maintenant. Mais Voilà. il y a peut-être hélas, une assez bonne explication à ça, c'est qu'il est très dangereux pour une personne vivante, connue sous son nom de naissance et non pas sous un pseudonyme comme moi, de dire qu'elle est concernée par une neurodiversité. Cette information va laisser des traces numériques extrêmement pérennes qui vont suivre cette personne pour le restant de sa vie. Et malheureusement, on peut voir les dégâts potentiels que cela occasionne à travers différents parcours de vie. Alors, je ne vais pas parler du parcours de vie, enfin, je vais éviter de donner des informations identifiantes de mes adhérents, hein. Je veux surtout éviter cela. Mais j'ai plusieurs exemples en tête de personnes autistes ou concernées par d'autres neurodiversités, mais bon, j'étais surtout active dans l'autisme, qui à un moment de leur vie pensaient n'avoir plus rien à perdre et ont donc donné dans des médias, dans la presse ou ailleurs l'information oui, je suis autiste, et qui ensuite ont été enfermés là-dedans. C'est-à-dire que vous postulez pour un emploi après avoir eu un petit passage par les médias, par le militantisme, eh bien, les portes se ferment parce que vous êtes associé à votre diagnostic d'autisme et on pense que vous vous limitez à ça. Donc, il y a un certain nombre, hein, de personnes, même relativement connues dans des domaines informatiques, etc., qui en privé donnent l'information, oui, je suis autiste ou j'ai telle autre neurodiversité, mais qui refuseront absolument qu'elle soit divulguée en public à cause de toutes ces conséquences négatives, voilà, ces conséquences négatives potentielles sur leur vie et sur leur poursuite de carrière, sur leur parcours en général. Euh, voilà, c'est triste, mais c'est une réalité. Donc finalement, voilà, pouvoir parler et pouvoir effectivement faire cet exercice de révélation de soi, ça peut avoir tout son intérêt et tout son sens, mais il faut effectivement pouvoir agir entre guillemets prudemment par rapport effectivement aux répercussions court, moyen, long terme, et également à quel poids aura cette parole, et pour ceux qui l'entendent, mais également pour celles qui la donnent, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et ça, malheureusement, c'est très fortement lié aux représentations sociales de l'autisme. Si on avait une autre image de l'autisme, celle dont je parlais tout à l'heure, peut-être que le fait de divulguer son diagnostic serait beaucoup moins associé ensuite à de la discrimination, à du rejet à l'emploi, à de la stigmatisation ou, pour reprendre l'exemple caricatural de tout à l'heure, au fait qu'on se mette à vous parler comme à un bébé alors que avant de connaître le diagnostic, on vous parlait comme un être humain adulte. Alors, en introduction justement de notre entrevue, j'avais parlé de deux journées qui sont importantes au mois de juin. Donc, j'avais parlé de la journée nationale de sensibilisation au TDAH du 12. Et puis, également, j'avais parlé de la journée des fiertés autistes du 18 juin. Alors, juste pour préciser que, en fait, ce sont des journées qui sont importantes, mais qui sont relativement peu connues. En tout cas, j'ai le sentiment, lorsqu'on se sent pas, on va dire, quand on n'est pas intéressé ou concerné par tout ce qui peut être neurodiversité, j'ai l'impression que c'est pas si connu que ça comme journée. Et puis surtout, finalement, c'est des journées qui sont assez récentes, j'ai envie de dire, puisque peut-être que ça fait
Allez, peut-être que tu vas me corriger. Je dirais peut-être une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je ne connais pas la date exacte de création de la journée de fierté autiste. Par contre, il y a une explication que j'ai entendue plusieurs fois. Alors, je ne Mhm. peux pas la vérifier là en direct, mais semble-t-il que la journée de la fierté autiste a été conçue, pensée en réaction à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui à l'origine était une journée très, oh mon Dieu, les pauvres autistes, ils souffrent tellement, donner de l'argent à la recherche pour les guérir. Bon, je caricature à peine. Et on avait des personnes qui disaient, mais non, ça ne correspond juste pas à mon vécu. Moi, je suis fière d'être qui je suis et j'ai envie de le dire. Et donc voilà, une réaction comme ça à une confiscation de notre parole, une confiscation de nos représentations. Et alors, justement, parlons un petit peu, puisqu'on disait, améliorons un petit peu l'image du grand public. Est-ce que tu pourrais nous parler justement un petit peu voilà, des fiertés autour de la neurodiversité, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. Vous savez, quelque chose qui m'a toujours profondément étonnée, c'est qu'on ait autant d'articles de presse qui nous parlent du fait de guérir l'autisme comme d'un espoir, alors que dans ma vie quotidienne, dans ma pratique professionnelle, dans mes activités bénévoles, mon autisme m'apporte un avantage. C'est indéniable, c'est clair. Il m'apporte un avantage sur plusieurs points. Le premier, c'est que j'ai une connaissance approfondie du domaine équestre. Donc, je n'en parle pas énormément sur Twitter parce qu'en fait, je partitionne mes activités en fonction du réseau ou de moyens de communication. Mais je m'intéresse au monde du cheval depuis que j'ai 6 ans et donc j'ai de très grandes connaissances de ce milieu-là que je n'aurais pas si je n'avais pas été autiste. C'est voilà, très clairement, la question ne se pose même pas. Si j'avais été attirée par les relations sociales, par le fait d'aller boire des coups avec des potes à la fin de la journée plutôt que d'écrire des articles sur Wikipédia, je n'aurais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui à l'âge de 40 ans. Voilà, ça c'est un point. Un deuxième point qui m'a toujours beaucoup vraiment frappé, c'est que le manque de relations sociales, entre guillemets, soit considéré comme un déficit, alors que je connais énormément de personnes, et sans doute vous en connaissez aussi dans votre entourage, qui souffrent physiquement si elles n'ont pas un certain quota de relations sociales. C'est très drôle à constater, mais je, je- et j'en ai dans mes amis proches aussi, hein, des personnes qui sont très malheureuses si elles n'ont pas parlé de la pluie et du beau temps au moins un certain temps à la machine à café ou ailleurs avec leurs collègues, avec leurs voisins, etc. Je n'ai pas cette souffrance-là, en fait. Donc pourquoi est-ce que le fait d'entretenir un faible nombre de relations sociales serait considéré comme un déficit et le fait de souffrir si l'on n'a pas un certain nombre de contacts sociaux ne serait pas considéré comme un déficit? Voilà, il y a quelque chose de curieux, une histoire de normes sans doute, je ne sais pas. C'est une boutade. Mais Euh, tu vois, juste pour rebondir, j'ai envie de dire, il y a aussi les personnes, l'entre-deux, j'ai envie de dire, qui ont besoin d'un certain nombre de contacts, mais pas forcément en un pour un ou en vis-à-vis. Moi, j'ai aussi des exemples de personnes pour qui, finalement, avoir des contacts sur les réseaux sociaux avec des personnes que peut-être elles rencontreront jamais physiquement, mais ça remplit parfaitement leurs besoins et elles ressentent pas ce besoin d'aller Tout à fait. après physiquement rencontrer d'autres personnes. Donc, Tout à pareil, j'ai fait. envie de dire, ça aussi, ça peut se poser. Oui, et d'ailleurs, c'est un point très intéressant que vous le soulevez parce qu'actuellement, on a toute une offensive médiatique et une offensive de psychanalystes d'ailleurs autour de la question des écrans. Alors, moi qui suis en sciences de l'information, ça me fait beaucoup rire parce que les écrans, c'est un ensemble qui n'a aucun sens, comment dire, en termes d'études des pratiques, des besoins, des usages, des technologies. Les écrans, ça peut être votre téléphone portable, ça peut être un écran publicitaire, ça peut être l'ordinateur de bureau devant lequel je suis. Ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup de technologies, beaucoup d'usages différents. On peut être passif, on peut être en situation de communication comme nous le sommes actuellement. On peut être en situation d'apprentissage avec un écran. Donc parler de les écrans en diabolisant les écrans, c'est voilà, j'en ris, mais c'est une panique morale qui, pour moi, n'a absolument aucun sens. Et donc, on a une offensive médiatique autour de l'idée que, oh mon Dieu, les écrans sont mauvais pour les personnes autistes. Mais d'où sort cette idée exactement? Et surtout,
pourquoi on est passé d'une représentation où il y avait une valorisation hein, de l'appétence des personnes autistes pour le numérique en général. Donc c'est récent, hein, je parle d'un discours qui date du milieu et de la fin des années 2010, où on valorisait beaucoup les informaticiens autistes, où des formations comme celles que j'ai suivies, hein, d'ailleurs, ont été créées sur la base de l'idée que les personnes autistes sont attirées par les métiers de l'informatique. Et maintenant, on passe à un discours totalement inverse, où on nous dit, oh mon Dieu, il faut éloigner les enfants des écrans parce que ça va leur donner des troubles neurodéveloppementaux. Mais je veux dire, accordez vos violons à un moment. C'est génial. Les écrans, c'est le diable, les écrans. Est-ce que vous pourriez faire preuve de mesure, de nuance, d'esprit critique? Mais pour parler d'esprit critique, justement, les quelques études un petit peu sérieuses que j'ai pu lire sur le sujet parlent d'enfants qui passaient, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais entre 5 et 7 heures devant une télévision. Là, j'ai envie de dire, c'est pas la télévision le problème, c'est peut-être le manque justement de stimulation autre. Et pareil, tu vois, je te rejoins tout à fait pour dire les écrans, effectivement, ça ne veut rien dire parce que à côté de ça, moi de mon côté, enfant, ado, j'ai passé énormément de temps, effectivement, devant la télévision, mais quand le câble est apparu et s'est démocratisé, bah, j'ai passé beaucoup de temps devant la chaîne Histoire. Voilà, j'ai appris beaucoup, beaucoup de trucs que j'aurais jamais découvert sinon. Et autre point également, voilà, on est un peu de la même génération. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de dyslexie, que j'ai entendu parler du syndrome de Gilles de la Tourette, enfin, on va se dire, OK, je me suis un peu conditionnée avec ce genre de choses pour ma carrière professionnelle, mais finalement, c'est grâce à l'émission de Jean-Luc Delarue qui était un des premiers, justement, à interviewer les personnes concernées et leurs familles. Et sinon, je n'en aurais jamais entendu parler. À la fac, moi qui ai fait une formation de base très psychanalytique avant de changer complètement, jamais on en entendait parler. Donc, pour le coup, sans cette ouverture-là, grâce justement à ce type d'émission, j'aurais pu être parfaitement ignorante, finalement, de réalités qui touchent beaucoup de personnes. Tout Donc, à fait. Et votre histoire est extrêmement fréquente, en fait, hein. J'ai beaucoup d'adhérents dans l'association qui ont entendu parler des neurodiversités grâce à la télévision, grâce à Internet, et absolument pas via comment dire, leur entourage médico-social ou médical de manière générale, qui reste très imprégné par la psychanalyse et par les classifications qu'elle a mises en place et imposées jusqu'à une période quand même relativement récente. et de même, j'ai envie de dire, bon là, je parle de voilà, de moi, de mon exemple. Donc, j'avais que la télévision, puisque bah, le premier ordinateur qu'on a eu dans ma famille, il n'est même pas moi en plus. C'est quand j'avais 14, 15 ans, je dirais, à une époque où on était coupé d'Internet au bout de 30 minutes à peu près. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont très bien, qu'on peut trouver bah, sur Internet actuellement. Alors après, j'ai envie de mettre un petit disclaimer en disant attention, il y a certains comptes qui peuvent être très qualitatifs et très bien à suivre. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on peut trouver aussi énormément de désinformation. Donc voilà, après, voilà, j'ai envie de dire, mais c'est pareil pour la télévision à l'heure actuelle. Il y a des tas de Oui, choses aussi sur lesquelles il faut qu'on puisse garder notre esprit critique. Mais tout à fait, effectivement, mais ça peut c'est être tout le... ouais, ça peut être un très bon vecteur, effectivement, pour Oui, se c'est tout sensibiliser. le... Voilà, c'est tout le point. En général, accuser une technologie n'a absolument aucun sens. Une technologie, c'est ce qu'on en fait, c'est l'usage qu'on en fait. Accuser la technologie elle-même, comme on le voit par exemple pour les intelligences artificielles, alors ce n'est pas mon domaine de compétence, mais j'ai des amis chercheurs dont c'est la spécialité, qui sont régulièrement effarés par le manque d'esprit critique et le manque de nuances des discours autour de l'IA. L'IA, ça reste comment dire, un programme conçu par des humains et les usages qu'on en fait eh bien, sont décidés par des humains. L'idée que l'IA va prendre notre place et va comment dire, contrôler le monde, relève bien plus d'un fantasme de science-fiction que d'une probabilité comment dire, raisonnable. Euh, Dis-moi, est-ce que il y avait d'autres thèmes que tu aurais aimé aborder encore et qu'on n'a pas Oui, eu l'occasion de parler? alors je Dis-moi. souhaiterais vraiment parler du rapport
de mon association et de mon rapport personnel avec la TCC et avec la psychanalyse. Donc, alors au Parfait. choix, je peux dire du mal de la psychanalyse et je peux dire du bien des TCC. Alors, pour poser vraiment le contexte de manière extrêmement simple, en dehors du fait que j'ai eu une mauvaise expérience personnelle de la psychanalyse et que certains de mes adhérents aussi, il y a quand même un point fondamental à poser, une question, pardon, fondamentale à poser qui est: est-ce que le référentiel est valide, pardon. Est-ce que le référentiel fonctionne? Or, le référentiel de la psychanalyse, il n'y a aucune preuve de sa validité, ni même de comment dire, son aspect bénéfique pour les personnes qui vont être analysées à travers ce prisme-là. Je vais prendre un exemple très simple. À quoi sert la croyance au complexe d'Oedipe quand vous l'appliquez à un enfant? Ou même à une personne devenue adulte, à quoi ça sert de lui dire, bah écoute, quand tu avais 5 ans, tu as fantasmé de coucher avec le parent du sexe opposé. Qu'est-ce que ça apporte de dire ça à une personne? Vraiment, je ne trouve aucune réponse positive à cette question-là. Et ça a été le point de départ de ma réflexion, de me dire, mais en fait, le référentiel psychanalytique est plus nuisible qu'autre chose. Aujourd'hui, nous avons des experts judiciaires qui vont utiliser ce prisme d'analyse-là pour décider qu'une personne a été victime d'une agression sexuelle incestueuse dans sa famille, ou bien a fantasmé quelque chose, est une menteuse, ou est quelqu'un qui ne fait pas la différence entre un fantasme et la réalité. Et ça me semble extrêmement grave. Donc, mettons ce point-là de côté. Et par rapport à mon expérience des TCC, il y a un élément qui est extrêmement important, qui est que j'ai évolué pendant longtemps dans le milieu équestre. Or, dans le milieu équestre, tous les entraîneurs de chevaux utilisent au quotidien, vous avez sans doute deviné, des techniques de renforcement positif. On sait que ça fonctionne, on sait que le questionnement autour des techniques de renforcement est un questionnement éthique et non pas un questionnement autour du fait de savoir si ça fonctionne ou pas. On sait que ça fonctionne. Ça fait des centaines d'années qu'on entraîne les chevaux avec des techniques de renforcement positif, souvent en rhabillant ça sous voilà, des théories, des grands maîtres de ceci ou de cela qui prétendent avoir découvert que ah bah, la récompense, ça fonctionne très très bien, etc. On le sait que ça fonctionne, il n'y a aucun questionnement là-dessus. Euh, donc, autour des TCC, on a plutôt un questionnement critique qui va non pas se poser sur l'efficacité du référentiel, mais se poser sur l'éthique de son application. Alors, effectivement, on a beaucoup de psychanalystes préhistoriques qui râlent autour de «Oh mon Dieu, si on applique les TCC à des enfants, c'est comme si on les prenait pour des animaux». Je caricature à peine leur pensée. Euh, Bref, c'est vraiment une manière paresseuse de critiquer les TCC. On peut avoir une critique éthique en sortant juste du champ très réducteur de «Oh mon Dieu, on fait ça pour les animaux, on ne devrait pas faire ça pour les enfants». Ce sont des principes qui fonctionnent pour communiquer avec tous les êtres vivants. Partons de ce principe-là, et à partir de là, voyons comment on peut en faire un usage éthique. C'est vraiment la base de ma réflexion à la Neurodiversité France, et je me permets de rouvrir d'ailleurs une parenthèse derrière. Je pense qu'on gagnerait énormément, énormément dans la société de manière générale en enseignant bien plus largement les techniques de renforcement positif. À la fois, ça servirait aux personnes qui ont des animaux de compagnie chez eux, et vous savez qu'elles sont extrêmement nombreuses et qu'il y a beaucoup, beaucoup de problématiques de, entre guillemets, j'aime pas le mot dressage, mais mauvaise éducation des animaux. Et en même temps, eh bien, les parents d'enfants autistes non-verbaux qui sont épuisés, qui sont des aidants épuisés, s'il y avait un entourage bien plus nombreux qui sait comment communiquer avec une personne qui est non-verbale, eh ben, ça leur rendrait tellement service. Donc voilà, c'est vraiment la raison fondamentale pour laquelle je suis favorable au TCC. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Moi, j'ai envie de dire un truc, tu vois, quand tu disais tantôt à quoi ça servait justement de pouvoir parler du complexe d'Oedipe perpétuellement, bah, j'ai envie de dire renforcement également. C'est-à-dire que pas pour la personne qui se le fait entendre, qui se le fait dire, hein, d'accord, mais pour la personne qui le dit dans le sens où, pour le coup, bah, si je suis un professionnel et que je me revendique d'un référentiel freudien, eh ben, je serai très valorisée par mes pairs si je parle justement du complexe d'Oedipe. Donc, pour le coup, je me fais renforcer positivement
par mes pairs, donc je vais continuer à le faire, puisque c'est le principe du renforcement positif, c'est qu'un comportement se poursuit à condition qu'il apporte quelque chose qui soit appétant. Euh, voilà, c'était pour faire Tout à fait. ma petite parenthèse. Non, mais c'est Euh, exactement ça. ouais. Après, j'ai envie de dire, il y a aussi un autre point, je pense, outre le côté effectivement renforcement et ainsi de suite. C'est vrai que une des toutes premières expériences professionnelles moi, que j'ai eues, c'était en tant que alors, accompagnante slash AVS d'enfants avec un TSA à l'école. Et c'est vrai que finalement, nos premières expériences scolaires sont beaucoup basées aussi sur du renforcement. Voilà, avec des systèmes de bons points, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça se pratique dans toutes les écoles, mais en tout cas, en l'occurrence, à cette époque-là, ça se pratiquait encore. Et j'ai envie de dire finalement, encore une fois, c'est des principes qui se retrouvent et pour les personnes neurotypiques et qui peuvent aussi être profitables pour des personnes neuroatypiques, là pour le coup, puisque pareil, qu'est-ce qui va me pousser aussi à aller vers des nouveaux comportements qui peut-être sont pas ceux que j'aurais mis en place spontanément, c'est justement le fait qu'on puisse me mettre en avant que grâce à ces nouveaux comportements, je pourrais obtenir peut-être des choses cool que j'aurais pas eues sinon, ou peut-être que ça va aussi me préserver de choses plus négatives ou plus aversives euh, auxquelles sinon je me retrouverais confrontée, quoi. Et là, Tout pareil, à fait. c'est aussi des expériences humaines qu'on partage tous finalement. Exactement, je suis totalement d'accord avec vous. On peut critiquer les TCC, hein, aucun champ disciplinaire ne devrait, comment dire, être par définition considéré comme inatteignable par la critique, mais ça ne peut pas porter sur voilà, la question est-ce que les TCC ça marche? On sait que ça marche, il n'y a pas de débat, il n'y a aucun débat là-dessus. Le questionnement porte vraiment sur l'éthique d'application, et là-dessus, c'est vrai que j'ai vu de mauvaises pratiques dans le champ de l'autisme, des parents qui tentaient de renforcer des comportements qui étaient vécus comme très désagréables par l'enfant, ou qui tentaient de décourager des comportements type steaming, qui sont des comportements souvent vécus comme positifs par la personne autiste. Et dans ce cas-là, le problème, il n'est pas dans le référentiel utilisé, il est vraiment dans la manière dont on l'utilise, un peu comme, pour prendre un exemple basique et caricatural, vous avez un couteau, vous pouvez faire de la cuisine avec, ou vous pouvez tuer quelqu'un. Le problème, c'est pas le couteau, c'est l'usage que vous en faites. Parfaitement. Et là, tu vois, pareil, j'ai envie de rajouter, il y a aussi comment est-ce que les choses sont enseignées. Parce que quand j'ai commencé, moi, ma pratique, effectivement, donc vers le milieu de la vingtaine, à ce moment-là, on nous disait très clairement à nous, hein, en tant que futurs professionnels, non, qu'effectivement, il ne fallait pas permettre les autostimulations parce que ça allait couper. Alors là, en l'occurrence, c'était les enfants, des interactions sociales et tout ça. Et heureusement, j'ai vu les choses évoluer petit à petit avec justement une nouvelle perception, un peu comme tu disais, c'est-à-dire, oui, mais les autostimulations, ça peut être aussi très bien parce que ça peut aider la personne à s'apaiser, ça peut aussi aider la personne à trouver aussi des choses positives là où elle en aurait peut-être pas. Et donc finalement, c'est plus d'aller regarder l'impact que ça a et l'intérêt que ça a plutôt que d'être bloqué sur non, il faut empêcher à tout prix, ce qui est quelque part Tout une à fait. maltraitance, quoi. Tout à fait, on est entièrement d'accord. Voilà, je ne vais pas détailler sur les mauvais usages des TCC que j'ai pu constater dans le milieu de l'autisme. Ça existe comme partout. Mais ce que je trouve, comment dire, extrêmement drôle à constater, c'est de voir que la critique des praticiens du champ de la psychanalyse se focalise essentiellement sur oh mon Dieu, c'est du dressage, donc c'est mal, ou oh mon Dieu, on compare les enfants à des animaux, au lieu de se focaliser sur l'éthique d'application. Voilà, ce qui veut dire quand même quelque chose de fondamentalement très intéressant de leur propre pratique. Parce que quand on se targue d'écouter la parole de la personne autiste, sauf qu'en réalité, on l'enferme dans un référentiel théorique, hein. C'est comme si, voilà, vos professionnels de psychanalyse mettaient des lunettes freudiennes, hop, ou des lunettes lacaniennes, et tout ce que vous, personne autiste, allez leur dire va passer par le filtre des lunettes freudo-lacaniennes et va être interprété en fonction de ce filtre-là. Et puis pour terminer là-dessus, j'ai envie de dire, rappelons-nous que nous sommes juste des grands singes, donc Tout nous à sommes des fait. animaux. On a peut-être Oui. un très gros cerveau, mais nous sommes des grands singes, donc voilà, sorry.
Bien. Écoute, merci en tout cas pour toutes ces Merci à toi. différentes précisions. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces Merci à toi. apports. Et puis, merci également à toutes les personnes qui auront écouté cette vidéo. Et puis, j'ai envie de dire, voilà. Euh, bah, une dernière petite requête, si tu pouvais nous transmettre du coup quelques liens et tout ça, que ce soit vers Neurodiversité France ou vers d'autres organismes éventuellement Mm. pour lesquels tu estimes que voilà, c'est important d'avoir cette Eh connaissance bien, de avec la plaisir. résistance. Avec Super. plaisir, je vais faire un rappel très rapide des points qui nous semblent vraiment majeurs pour, comment dire, pour notre communication et pour faire entendre le point de vue des personnes ayant des neurodiversités. Donc, d'une part, nous tentons de faire reconnaître une notion d'environnement sensoriellement chargé ou surchargé, avec des critères objectifs qui ne reposent plus simplement sur la parole d'une personne qui dit non, je ne peux pas travailler dans cet endroit-là, c'est trop bruyant, et sur une évaluation des sources de surcharge voilà, de la charge sensorielle. Et d'autre part, nous tentons de faire évoluer les discours médiatiques relatifs à l'autisme et aux neurodiversités, ne plus simplement en entendre parler comme d'une charge économique ou comme d'un simple déficit, mais entendre également les avantages, les contributions économiques des personnes neurodiverses, hein, voilà, les personnes autistes, TDAH, 10, etc. Vous en avez toutes et tous dans votre entourage professionnel, que ces personnes le disent ou pas, eh bien, ces personnes ne sont pas réductibles à des déficits, elles sont aussi des citoyens, des citoyennes voilà, qui participent à l'économie et cela mériterait d'être bien davantage étudié, bien davantage mis en avant, surtout dans le contexte actuel. Ok, super. Merci pour ce Merci à rappel toi. qui était plus que bienvenu. Et puis, sur ce, nous allons maintenant nous quitter. Donc, merci encore une fois, Amélie Chag-Valren, d'avoir accepté de participer. Et merci à toutes Merci. d'avoir suivi. Bien.